les amis, sur cette première vidéo, on va parler de Manuel Bompard de la France Insoumise qui demande à Olivier Faure de présenter des excuses publiques à la France Insoumise. Et voici ce qu'il nous explique sur CNews. Un salopard antiseptique, le député socialiste Jérôme Guedji charge Jean-Luc Mélenchon. Mais non, il ne le charge pas. On appelle ça une insulte. C'est punissable par la loi. Et c'est pour ça que je vous explique sur ces journaux corrompus jusqu'à la moelle. Il y a un deux poids de mesure hallucinant. Je vous le dis. Imaginez-vous une seconde si Jean-Luc Mélenchon aurait parlé comme ça de Jérôme Guedji. Qu'est-ce qui serait passé? Bref les amis, on continue. Regardez ce qu'il nous explique. Au congrès du PS, le député socialiste Jérôme Guedji a accusé, c'est pas une accusation, c'est une insulte. Bref, samedi, Jean-Luc Mélenchon, dont il fut proche d'être devenu un salopard antiseptique. Jérôme Guedji ravive les tensions à la gauche après la rupture liée aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Le député socialiste a vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon. C'est pas une critique, je le répète, c'est une insulte, dont il fut l'assistant parlementaire lors du congrès du PS samedi. Quand je dis que Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle des Français Mitterrand, à la Knesset en 1982, qui est celle de la solution à deux États et la sécurité d'Israël. Et pourquoi? C'est bien la sécurité d'Israël, mais pourquoi j'entends jamais dans votre bouche la sécurité de la Palestine? C'est bizarre quand même ce deux poids de mesure. On continue. Et la reconnaissance. À ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, a-t-il lancé à la tribune de Nancy. Les pros de la victimisation en fait, c'est dingue. Alors il nous explique encore j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément, qui est devenu le salopard antiseptique, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables, a ajouté le député de l'Essonne sous les applaudissements de la salle. Voilà, c'est quand même dingue les amis. Alors t'as des personnes qui peuvent se permettre d'insulter des députés, c'est une insulte, c'est punissable par la loi, et derrière t'as le congrès, les gens ils applaudissent. Franchement c'est dingue les amis. Témoignage justement ses propos hier au congrès du Parti socialiste qui se tient actuellement à Nancy avec Jérôme Guedji, député socialiste, qui s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. Il évoque la position de Jean-Luc Mélenchon sur la situation de la Palestine et il dit, je cite, « J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'aime profondément, que j'ai aimé profondément, qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Un salopard antisémite, ce sont les mots de Jérôme Guedji. Que dites-vous ce matin à Jérôme Guedji? Que dites-vous à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS nouvellement réélu? D'abord, vous savez, depuis des mois et des mois, pour toutes les personnes qui se mobilisent, il y en avait encore plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue hier, en soutien, en solidarité avec la population palestinienne. L'argument infamant et diffamant qui est utilisé contre eux, c'est cette accusation en antisémitisme. J'ai vu que M. Netanyahou traitait désormais la terre entière d'antisémite, que même le pape, l'ancien pape, avait été traité d'antisémite. Donc, je vois bien comment cette qualification particulièrement insultante est utilisée pour réprimer, faire taire l'ensemble des personnes qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien. Pour le reste, je suis effaré que le Parti socialiste n'ait rien de mieux à faire dans son congrès au moment où on est dans une situation internationale extrêmement préoccupante. On en a parlé, au moment où Donald Trump déstabilise le monde entier, au moment où la crise climatique est de plus en plus grave. Je trouve ça effarant que le seul sujet de préoccupation du congrès du Parti socialiste, ça soit le rapport à la France insoumise, qui nous laisse tranquilles, qui débattent un peu du fond, des vrais sujets. Et je crois qu'il faut comprendre qu'avec ce type de qualification, ce type d'insulte, c'est inacceptable dans le débat entre les relations politiques à gauche. Et donc moi, j'appelle solennellement, au nom de la France insoumise, Olivier Faure, à présenter des excuses publiques à la France insoumise, à l'ensemble de ses militantes et de ses militants, qui sont attaqués de manière inacceptable à l'intérieur du Congrès socialiste. Et par là même, qui handicape et qui rend impossible, tout le monde pourra le comprendre, de leur fait, s'ils restent sur cette ligne-là, toute possibilité de travail commun. Comment vous voulez imaginer qu'il soit possible de travailler en commun avec une formation politique qui, dans son congrès, insulte le dirigeant ou un dirigeant politique d'une autre formation politique de salopard? C'est totalement impossible. Je sais pas, un minimum quand même, un minimum. Il y a un minimum de tenue quand vous êtes un représentant de la loi ou quand vous êtes à l'image de la politique en France. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Vous voulez donner une bonne image au peuple français. Déjà, commencez par vous. Commencez par vous. Le minimum, c'est pas insulter.
Et là, on va rester sur Manuel Bompard qui explique le conflit entre Israël et l'Iran. C'est un prétexte qui a utilisé Monsieur Netanyahou pour faire diversion. Du génocide qui commet à Gaza, voilà ce qu'il assure Manuel Bompard, député de la France Insoumise. Israélien disait déjà, ça fait depuis maintenant le début des années 90 que Benjamin Netanyahou, alors qu'il n'était même pas Premier ministre israélien, disait déjà au début des années 90, c'est une affaire de quelques mois pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Donc c'est le récit qu'entretient le pouvoir israélien depuis des années et des années. La réalité, c'est que le stade de la militarisation, qui est le stade le plus complexe pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire, c'est une opération qui prend des mois et des années et qui n'est pas engagée aujourd'hui. Même la CIA le dit. Mais alors c'est quoi vos yeux fantasmes entre Non, guillemets ? c'est un prétexte qu'a utilisé aujourd'hui le Premier ministre Monsieur Netanyahou pour d'abord faire diversion des actions totalement inacceptables et du génocide qu'il commet aujourd'hui à Gaza. On va bien et sûr pour se évoquer maintenir au pouvoir, parce que tout le monde voit que, y compris sa fuite en avant est aujourd'hui contestée, y compris par la population israélienne. Ça fait depuis maintenant le début. Et je vous le dis les amis, la France Insoumise c'est pas les seuls à dénoncer ce pays de voyous. Voici la vérité crue de Bertrand Beidji, politologue et spécialiste des relations internationales. Israël, attendez, n'a pas respecté le traité de 1968 et là, lui a jamais demandé de compte. Et doté de l'arme atomique et elle active son programme de production de missiles, personne ne lui fait la moindre remarque. Mais bien sûr les amis, en plus d'avoir, franchement je vous le dis, volé notre plan nucléaire français, ils l'activent comme ils le veulent. Et ils se permettent de dire vous avez pas droit, vous avez droit, vous avez pas droit. Mais la question qu'on a envie de vous poser c'est qui êtes-vous pour vous permettre de dire ça en fait? Qui êtes-vous? Et en fait je vais vous répondre tout de suite, c'est tout ça parce qu'il y a le soutien américain qui se permettent de faire ça. Le jour où les Américains arrêtent de les soutenir, c'est fini les amis. Ils parleront pas comme ça, ils s'exprimeront plus comme ça. Et surtout, ils attaqueront plus les pays voisins comme ça. Alors qu'on sait par parenthèse que le seul pays qui a utilisé l'arme atomique dans l'histoire était une démocratie. Alors, c'est assez curieux et moi, ça me fait peur. Parce que, quel est le grand problème du Moyen-Orient aujourd'hui, là-dessus? C'est un usage immodéré et non sanctionné de la force par Israël. On en est officiellement à 55 000 morts en Israël et à pas l'ombre d'une sanction. Alors qu'on est au 17e paquet de sanctions pour la Russie, que l'Iran est complètement étranglé, la société iranienne est complètement étranglée par les sanctions. Des poursuites de la Cour pénale internationale tout de même. Et oui, d'accord, mais on nous explique que de toute façon, on n'en tiendra pas compte. Donc, effectivement, on est dans une logique d'impunité et c'est ça qui est dangereux. Mais il a bien raison. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le seul pays au monde qui se permet de faire des génos, les amis, et il se passe rien. Les amis, il se passe rien. Ils arrivent à menacer des instances internationales, il se passe rien. Ils arrivent à tirer sur des casques bleus, il se passe rien. Ensuite, ils arrivent à tirer sur des représentants européens en Israël, il se passe toujours rien, les amis. Alors, pas besoin de vous dire que même si ils envahissent l'Iran, les amis, totalement, il ne se passera rien du tout pour le pays du mal. Parce que ce qu'on oublie de dire sur l'attaque de la nuit dernière sur l'Iran, c'est que elle a changé de nature. C'est plus comme l'ancienne attaque qui était purement technique. Là, elle a visé le civil. Elle a visé la population civile. Il y a 80 morts, 80 victimes de... tout comme au Liban, quand on a cherché à atteindre une personnalité, il y a des... Donc c'est un glissement civils qui sont et je tués. suis étonné que l'on continue à donner ce permis dérogatoire. Sur les 193 États membres des Nations Unies, il y a un État qui a le droit, qui a le permis de tuer. Et ça, effectivement, ça n'a pas été dit par le président de la République. Et sur cette vidéo, voici la démonstration impressionnante de l'avocat Ardavan Amir Al-Sani qui démontre méthodiquement la propagande israélienne. Le journaliste de France Info est totalement KO. Pays qui n'est signataire de rien, qui pointe le doigt sur un pays qui est signataire et qui dit vous n'avez pas très bien respecté votre engagement. Justement, Israël est... État qui, aux yeux des Iraniens, aux yeux de beaucoup de pays dans le monde, est dirigé par un Premier ministre qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, un pays qui est poursuivi devant la justice pour fait de génocide, qui, seul, dans son propre coin, a décidé que l'Iran était une menace existentielle pour sa pérennité. J'ai sur mon bureau la couverture d'un quotidien israélien national qui dit, daté d'il y a 40 ans, que l'Iran est à 2 mois de la... Cette attaque-là est intervenue à un moment où les Iraniens et les Américains négociaient ensemble. Demain, dimanche, ils devaient se rencontrer. Il y a eu cette déclaration de fête de guerre qui a été lancée, qui ne va pas s'arrêter de sitôt. Parce que les possibilités de débordement existent
dans tous les sens, dans un pays qui compte presque 90 millions d'habitants, qui a un niveau scientifique plus élevé que le monde occidental, qu'on va détruire la capacité du pays à poursuivre sur cette voie. Quand le président de la République aujourd'hui parle, parce qu'il a également dit le droit d'Israël à se défendre, ça m'a abasourdi, parce qu'en l'occurrence, excusez-moi, c'est pas Israël qui s'est attaqué, c'est l'Iran qui s'est attaqué. Et comme on l'a constaté tout à l'heure, chaque fois que l'Iran a réagi, l'Iran n'a fait qu'à réagir par rapport à une provocation israélienne. Justement, rappelons-nous l'affaire de l'Irak, monsieur. À propos de l'Irak, je me souviens très bien avoir vu le général Colin Powell devant l'estrade des Nations Unies montrer un flacon et de dire nous avons la preuve que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Et on est allé sur place. On a tué 1 million d'Irakiens pour ensuite constater qu'il n'y avait absolument rien fait. On ne peut pas dire nous on n'a rien fait, on n'a rien respecté. Par contre nous on vous astreint à respecter votre engagement. C'est quoi ce principe? Mais la réalité c'est que le seul pays de la région qui a au moins entre 70 et 400 ogives nucléaires, qui n'est signataire d'aucun traité international, qui n'est pas signataire de traité de non-prolifération, qui n'autorise pas l'inspection de ce site, c'est Israël. Alors, pourquoi est-ce que l'Iran serait le seul pays au monde qui n'aurait pas le droit d'enrichir de l'uranium conformément au droit en vigueur sur son propre territoire? Et là les amis, on va se tourner sur Dana, une militante participante à la marche to Gaza, semblait choquée lorsqu'elle a raconté: dès mon arrivée à l'aéroport du Caire, j'ai obtenu un visa pour 25 $. J'ai payé 25 $ pour le visa, ils m'ont laissé passer. Puis sans aucune explication, ils ont décidé de me mettre à l'écart et de m'expulser. Certains ont été frappés, ils nous ont traités comme des criminels. Les amis, pas besoin de vous dire que l'Égypte est un pays corrompu. I was supposed to report to you from Egypt, but fortunately I'm back at Schiphol. Upon arrival to Cairo airport, I took my visa for 25 and aligned all others for a long period of time, and they run from in order to enter long when they stamped the check for luggage, and without saying a single word, without oh, why do you have this with you, anything, no reason whatsoever. They just decided that aside, and they just put us like criminal. They our passport. We were not allowed to even hold passports. Shouted, hit. I saw a person carried like he was carried by 10 other people, and finally. Et ça, je vous l'avais prévenu, les amis. C'était sûr et certain. C'était vraiment sûr et certain qu'ils n'allaient pas les laisser passer dans la frontière égyptienne. C'est pas possible, les amis. Pourquoi? Parce que l'Égypte a peur du pays du mal. A peur du gouvernement de Netanyahou, tout simplement. Voilà, encore une femme française qui a été en Égypte pour la marche de Gaza et qui dénonce les conditions qu'ils ont vécues. Écoutez bien, pas d'eau, des sandwichs avec des clous, les amis, des sandwichs avec des clous, ça leur a donné. Dedans étaient détenus auprès qu'on leur a pris leur passeport. Voilà, on leur a fait la misère, vraiment la misère. Vous imaginez? Et encore, vous allez voir, hein, ça va continuer. Il y a plus de 2000 personnes qui sont parties là-bas. Et je vous le dis, regardez, c'est que des femmes. Ils s'en prennent qu'à des femmes, ces fils de lâches. Bon, bref, les amis. Avoir de l'eau si on avait soif, on pouvait pas manger si on avait faim. Et puis quand on avait faim, ils nous ont servi des sandwichs avec, il y en a une qui peut témoigner, avec des clous dedans. Des vis et des clous, oui. On a quasiment tous été détenus, pris, confisqués les passeports. Convoquer un par un avec des questions, que faites-vous là, quelle est votre nationalité d'origine. Et c'est ça le problème, les amis. T'as des personnes qui ont fait des milliers de kilomètres, les amis, tout simplement parce qu'ils sont humains. Quand ils écoutent et ils entendent qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours, qui meurent de faim, qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, c'est pas possible. Ils sont obligés de s'activer et de bouger. Et du coup, ces personnes-là qui m'ont l'air d'une gentillesse pas possible, font des milliers de kilomètres, et derrière ça, voilà comment on les traite. C'est de la torture, hein. C'est simple comme bonjour. Hein. Où est la France? Parce que t'as des Français, les amis, je crois qu'elle est française en plus, celle-là. Où est la France, là? Hein, le gouvernement français pour mettre une sanction à l'Égypte en disant, vous faites quoi, là? Qu'est-ce que vous faites? Je vous le dis, il y a personne qui a pris la parole. Alors que cette vidéo, je crois qu'elle a un jour ou deux. Personne, pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout dans la politique. À part, bien sûr, les députés de la France Insoumise. Et ce qui est fou, les amis, c'est qu'ils se permettent de bombarder des pays. Là, on va parler de l'Iran parce que c'est ce qui se passe. Je vous le dis.
Plus de 300 bombardements dans le pays, les amis. Et quand l'Iran riposte, on a le colonel Olivier Ravkovitch qui vient de se victimiser sur la situation du Proche-Orient en expliquant « La nuit a été très dure. Nous avons 8 morts, des dizaines de personnes disparues à l'heure où nous parlons. » Alors effectivement, c'est dramatique que des civils ont été touchés, les amis. Dramatique. Mais on en parle un peu des civils iraniens quand même. On en parle un peu parce qu'ils n'ont rien à voir quand même au gouvernement. Alors effectivement, l'armée israélienne s'est permis de tuer, je crois, 4 généraux, si je me trompe pas, mais a tué des centaines de civils iraniens. Hein. Et ça, on ne le fait pas montrer bizarrement à la télévision française. La nuit a été malheureusement très dure. Nous avons 8 morts alors nous parlons, des dizaines de personnes disparues encore et plus de 100 blessés dans des frappes de drones et de missiles balistiques lourds lancés en 2 salves différentes par la République islamique d'Iran. Et à l'heure où nous parlons, je répète, donc 8 morts dont des enfants et des dizaines de disparus et nos forces de sécurité sont toujours à la recherche donc des personnes que nous ne trouvons pas à l'heure où nous parlons. Les frappes ont été extrêmement violentes et avec des dégâts très importants dans des villes au sud de Tel Aviv. Tel Aviv a également été touché, mais là où je voudrais en venir, c'est que des dizaines, peut-être plus de 100 missiles balistiques ont été donc lancés par l'Iran et des dizaines de drones également, des drones d'attaque. Les interceptions, ont été extrêmement réussies en grande partie, mais malheureusement, cette capacité d'interception n'est pas hermétique. Et il y a eu donc des missiles qui ont touché le sol israélien et les résultats et les dégâts sont très importants. Et en parlant de victimes, les amis, on va se tourner sur CNews avec Pascal Praud et son chroniqueur chouchou préféré. Mais je vous le dis, les amis, il va falloir sortir les Kleenex. Qui nous explique durant la Shoah, le gouvernement français s'était soumis au nazisme. Mais il y avait des résistants. Aujourd'hui, le gouvernement français se soumet à l'islam. Mais il y a des résistants. Franchement, les amis, c'est quoi ça? On nous compare l'islam, les musulmans en France, au nazisme. C'est fou quand même, c'est fou. Et j'ai une question à poser quand même. Qu'est-ce que font encore ces personnes-là à la télévision française? Parce que à cette vitesse-là, je vous explique, la révolution va pas traîner. Vous avez tout à fait raison. Et tout d'abord, j'aimerais apporter mon soutien au peuple israélien, mon respect et mon admiration. Le peuple israélien a connu l'un des plus grands pogroms de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale le 7 octobre. Et dès le lendemain, ce peuple s'est relevé avec force. Ce peuple est doté d'une force morale et mentale incroyable. Et vous avez tout à fait raison, Anthony. Les Israéliens sont en train de jouer leur survie, mais les Israéliens sont en train de défendre nos valeurs, sont en train de défendre également la sécurité de l'Occident et la sécurité de l'Europe. Parce que la menace nucléaire iranienne menace tout l'Occident. Parce que des missiles iraniens peuvent très bien un jour toucher la France. Parce qu'il y a déjà eu des attentats commandités par l'Iran sur notre sol. Et oui, vous avez raison, Anthony, Israël fait aujourd'hui le sale boulot. Et quand j'entends M. Macron, qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui ne comprend pas que nous sommes dans une lutte acharnée contre l'islamisme, qui ne comprend pas qu'on est dans une guerre de civilisation, en train d'être dans un yo-yo idéologique incompréhensible, qui nous raconte que les frappes israéliennes sont bénéfiques, mais qu'il faut quand même les condamner, qui nous dit que Israël doit se défendre, mais qui appelle depuis pas mal de semaines à désarmer Israël. Ce n'est pas à la hauteur. Moi, j'aimerais dire au peuple israélien, ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être une partie de l'opinion dans le monde contre vous, mais vous êtes du côté de l'histoire. Vous êtes du côté de la vérité, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est historique et c'est exceptionnel. Et je pense que tous les amis des démocraties le savent. Donc bravo à Israël, bravo à Tzahal, qui est d'une supériorité incroyable, qui a réussi en quelques heures finalement à gagner la supériorité aérienne là où les Russes n'ont pas réussi à le faire en Ukraine pendant 3 ans. Donc moi je voudrais remercier Israël et le dire haut et fort, parce que dans certains médias en effet il y a des propos très anti-israéliens, mais je peux vous dire que les Français soutiennent Israël parce qu'ils savent qu'ils sont en train de nous défendre, de lutter contre le terrorisme islamiste qui nous menace tous. Donc bravo. Je vous le dis les amis, c'est des personnes comme ça qui participent à la guerre civile de pays. C'est simple comme bonjour. C'est des diviseurs de peuple. Ce n'est pas possible. Et un jour, l'histoire les jugera. Et là les amis, je vais vous faire montrer
un musulman et un vrai qui va détruire et anéantir le plateau TV en expliquant qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam en France. Qui cherche à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste, et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. La France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on l'applique pas. Pardonnez-moi, non, mais on l'applique pas en France. Parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame. Maqas de charia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle charia. Charia, c'est pas lapider des gens. C'est pas lapider des gens. Charia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation. Sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que c'est lapidé, parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Mohamed Bajrafil, un mot, c'est quoi un islam de France pour vous? Pour moi, je rejoins monsieur sur cette question, au risque encore de vous surprendre. Lorsqu'on a demandé au prophète de l'islam, c'est quoi le meilleur des islams, sa réponse a été, c'est de donner à manger aux gens et de dire bonjour, salam, la paix à celui que l'on connaît et à celui que l'on connaît pas. Donc, est-ce que c'est pas dans les valeurs de la République? C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit, et ça vous a surprise, que finalement la France applique les finalités de l'islam plus que tous les autres pays qui se réclament de l'islam aujourd'hui. Donc, dire que l'islam et la République seraient antagonistes, sincèrement, c'est pas connaître l'islam et c'est pas non plus connaître les vraies valeurs de la République. Mohamed Bajrafil, est-ce que le 7e représente les musulmans de France? Non, moi-même. Non. Non, mais ce que dit, en fait, le problème qui se pose et que ressentent la majorité des musulmans, c'est que ils se considèrent comme des suspects. En fait, on peut pas être entièrement français quand on est musulman. Et c'est quelque chose qui produit, malheureusement, des effets très très graves. Parce que, finalement, les jeunes qui partent, ou qui sont partis pour le djihad, etc., eh bien, dans ce genre de discours, ils trouvent la raison de qui justifie le prétexte, en se disant, de toute façon, je ne serai jamais français entièrement parce que je m'appelle Mohamed ou parce que je suis considéré comme musulman. Alors qu'il voudrait être considéré à part entière, comme des Français à part entière, et l'histoire s'arrêterait là. Et sincèrement, quand je vois le Premier ministre, quand je vois le gouvernement s'intéresser à cette question, je me dis, mais là on est en train de bouger le curseur vers des questions qui ne sont pas les vrais problèmes. Le vrai problème de Mera, de Koulibaly et des Kouachi, c'est un problème qui n'a rien à voir avec les mosquées parce qu'ils les fréquentaient pas. Et c'est aussi quelque chose que l'on dit pas. C'est un problème socio-éducatif qui devrait être traité comme tel, mais on vient avec des solutions religieuses alors que ces jeunes-là, je ne les connais pas en tant qu'imam. Et pour être honnête avec vous, ceux qui vont jusqu'à ce bord-là ne me considèrent même pas comme musulman. Et je trouve ça scandaleux qu'on vienne me demander à moi des solutions pour des problèmes socio-éducatifs dont je ne suis pas maître. Je suis d'accord que tous, parce que nous sommes dans un bateau commun qui s'appelle la France, cette France que tout le monde chérit, il faut que chacun de nous y aille avec les moyens qui sont les siens, mais qu'on vienne demander aux imams des comptes sur des problèmes socio-éducatifs que la société dans son ensemble n'a pas réussi à résoudre, je trouve sincèrement que c'est très déplacé, et de la part des imams qui acceptent qu'on leur demande cela, je trouve que c'est très irresponsable. Et là les amis, on va pas oublier le meilleur des facochères, meilleur Habib, qui vient faire trembler les Français en expliquant l'Iran est un danger, pas seulement pour Israël et l'Égypte, pour la sécurité mondiale. Pas besoin de vous dire qu'ils se prennent pour les nouveaux Templiers des temps modernes les amis. Vous avez vu les amis la taille de la cuisine? On dirait que ça paye bien d'être le paillasson de chez Netanyahou. Faut attention aux enfants, aux familles. Comme vous le savez, une mère et ses 3 filles ont été tuées cette nuit. C'est un drame absolu, c'est la triste réalité du peuple juif qui est en guerre sur 7 fronts. Après, en ce moment, en même temps, sur la bande de Gaza, où un soldat a été tué ce matin par un missile anti-char, avec les Houthis et avec l'Iran simultanément. Mais Elliot Debal, l'Iran, c'est la tête du serpent. L'Iran est responsable du mal principal dans cette région. Et on peut imaginer simplement si le Hezbollah était là, et c'est le génie Netanyahou qui a d'abord fait liquider le Hamas pratiquement, puis après le Hezbollah, c'est ce qu'il m'expliquait la semaine dernière, et maintenant il peut se concentrer sur un pays qui est un danger pas seulement pour Israël ni pour les Juifs, mais pour la sécurité mondiale. Et on pourra, j'espère, après voir des périodes beaucoup plus roses
Le peuple iranien est un immense peuple. La civilisation perse est une immense civilisation qui sont dirigées par des mollahs. Les mollahs, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est le mal. Ces gens veulent appliquer la charia à travers le monde. Les gens qui ont tué en France, y compris pour des causes islamiques, sont les mêmes qui veulent aujourd'hui détruire l'humanité parce qu'ils pensent que c'est bien, pas pour X raisons. Et Israël fait ce travail aujourd'hui. Netanyahou aujourd'hui, qui est au-delà de critiques à droite, à gauche, ça a été pendant des mois. Vous le savez, Elliott Deval en France, le grand Satan, le grand diable part sur beaucoup de médias, beaucoup de politiques, etc. Et il est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est une guerre existentielle pour l'État d'Israël. Moi j'ai juste une question à te poser, Facocher. C'est qui attaque tous ses voisins? C'est Israël ou l'Iran? Faut être sérieux 5 minutes. C'est qui se permet de bombarder des camps de réfugiés? C'est Israël ou l'Iran? Va falloir être sérieux 5 minutes. C'est qui se permet d'attaquer des hôpitaux civils? Alors que dans le droit international, c'est interdit. C'est Israël ou l'Iran? C'est Israël. Alors vous l'aurez bien compris que de venir se victimiser en plein direct et pleurnicher devant les Français en expliquant que vous avez des civils touchés, alors je le répète, c'est dramatique que des civils soient touchés dans les deux camps, mais c'est vous qui avez commencé. Et là les amis, on va se tourner sur Nicolas Sarkozy, le roi des voleurs. Nicolas Sarkozy se voit finalement retirer la Légion d'honneur en raison de sa condamnation à de la prison ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République a été privé de sa décoration en raison de sa condamnation définitive. Monsieur Sarkozy a pris acte de son exclusion de l'ordre de rappel que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer sur le recours selon son avocat. Je vous le dis les amis, il est pas bien, il est en transpiration. Nicolas Sarkozy s'est vu retirer sa Légion d'honneur comme le prévoit le code qui réagit dans l'ordre de la plus haute distinction nationale, à la suite de sa condamnation devenue définitive à 1 an de prison ferme pour la corruption dans l'affaire des écoutes. Selon un arrêté publié dimanche 15 juin au journal officiel, l'ancien président de la République de 2007 à 2012 se voit également retirer l'ordre. Mais c'est une honte totale les amis, mais vraiment une honte totale. Vous vous imaginez, on n'a que ça des présidents corrompus jusqu'à la moelle, à chaque fois. Franchement, à chaque fois. Même Jacques Chirac, on avait trouvé des affaires sur lui. Même Jacques Chirac. Et encore, je vous le dis, hein, c'était loin d'être le pire. Et après, ça a été catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Je vous le dis. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Bon, François Hollande, je vous le dis, c'était la marionnette. On voyait les fils tellement. On voyait les fils quand il était... Alors, je pense que lui, il a rien... Il a pas de casserole aux fesses. Je pense pas. Voilà. C'est une marionnette qui comprend pas grand-chose. Personnellement, je pense qu'il comprend pas grand-chose. C'est pas un requin parmi les requins. Sarkozy, c'est un requin. C'était un requin dans la politique. Je parle, hein, bien sûr. Parce que dans la vraie vie, c'est tous des poissons rouges. Vous le pensez bien. Voire des poissons morts. Bref. Et bien sûr, les amis, la droite voleuse vient sur les plateaux se scandaliser. Alors qu'ils savent très bien que c'est les rois des voleurs. Et que Nicolas Sarkozy était le chef. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. La droite des voleuses scandalisée, voici la vidéo qui fait polémique. Moi je veux dire ici devant vous mon soutien à Nicolas Sarkozy, mon respect. Ça a été un président de la République, ce n'est pas rien, ça a été un grand... Non mais sérieusement les amis, sérieusement, franchement, faut pas avoir de face hein, pour faire ça, faut pas avoir d'honneur, c'est pas possible. T'as des enfants pour te permettre de parler comme ça, sérieusement. T'as un minimum d'honneur, président ou pas président, il a pas à faire honte à la France. Et là ce qu'il a fait lui c'est dramatique. Le mec il a plus de, j'avais fait une réaction sur lui, il a plus de 10 affaires sur le dos, plus de 10 les amis, je crois il en a 12. 12 et des affaires catastrophiques, hein, comme voler l'or des Français, il avait pas à voler l'or des Français. Pour vous expliquer, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Sarkozy, pendant son quinquennat, il s'est permis de vendre l'or qu'on avait stocké, les amis, et de le revendre une miette de pain. Sauf que cet or, maintenant, vaut 10 fois son prix, maintenant. 10 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait un trou à la France. Et c'est à cause de ces personnes-là que la France est endettée jusqu'à ce point-là. En président de la République, on peut être d'accord, pas d'accord, l'avoir soutenu, l'avoir combattu, mais cette décision, même si bon, elle s'impose d'elle-même, elle est... C'est la règle. Oui, on l'accepte? Vous l'acceptez? C'est une règle, mais c'est aussi une honte pour un président qui ne mérite pas ce type de décision. Et j'avais cru que le président de la République lui-même s'y était opposé.
écoutez, voilà, dont acte, mais moi je veux redire ici que ça n'enlève rien à l'estime que beaucoup de Français continuent de porter à Nicolas Sarkozy. Et vous voyez, il l'a même dit, les amis, il l'a même dit. Mais même Emmanuel Macron, il voulait pas que Nicolas Sarkozy, on lui enlève sa Légion d'honneur. Mais vous voulez savoir réellement pourquoi on lui a enlevé? Parce que t'as des millions de Français qui ont envoyé une lettre. C'est pas possible, les amis, d'avoir un ancien président, les amis, qui a 12 casseroles aux fesses, 12, qui a torpillé les Français, qui a fait honte à la France et qui a fait mal aux Français en général. C'est simple comme bonjour. Et qu'Emmanuel Macron prenne sa défense, ça veut tout dire. Et là, les amis, une pépite, mais vraiment une pépite. Écoutez bien, selon ce général, si on lit la Bible, la Palestine appartient aux Palestiniens. Effectivement, les amis. Oui, alors si les Israéliens veulent parler de la Bible, je rappellerai qu'au livre de Deutéronome, il est dit « la vengeance appartient à Dieu seul ». Donc c'est aussi leur parole. Que lorsqu'ils sont rentrés en terre promise, n'ayant pas rempli le dessein de Dieu pour, je crois, les Amalékites, Dieu leur a dit « et cette terre vous sera contestée jusqu'à la fin ». On sent... Vous voyez ce que je veux dire, ils choisissent, dans les Écritures, ils choisissent celles qui les arrangent. Vous voulez les Écritures? Alors vous prenez Alpha à Oméga. Général, on sent que vous êtes extrêmement critique. Il y a juste une chose à dire après ça. Respect à ce général, parce que je vous le dis, les amis, il va avoir une pression, avoir une dépression au cerveau. Je vous le dis tout de suite. Et voilà ce que ça donne sur ces médias corrompus jusqu'à la moelle, quand on ose dire des choses sur les plateaux TV. Vous allez voir qu'ils se sentent mal. Vraiment mal. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, je n'accepte pas l'idée que... Moi, je vais vous le dire pourquoi. Israël, eux, ils veulent leur territoire, leur grand Israël. Comme ça, ils pourront faire du business confortablement avec les Américains. C'est simple comme bonjour, les amis. Aujourd'hui, on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. Ça justifie que, en fait, ça justifie ce carnage. Tout ça parce qu'Israël s'est fait attaquer. Vous vous imaginez? Alors nous, la France, on s'est fait attaquer. Combien de fois, les amis? Combien de fois on s'est fait attaquer? Est-ce qu'on a fait, on a allé de partout et on a bombardé tout le monde? Non, les amis, on l'a pas fait. Bon, à part dans 2-3 pays, on va pas trop les citer. La Syrie, je crois, ou la Libye. On a fait un peu un carnage. Mais eux, c'est un scandale, les amis. C'est un scandale. Ils attaquent, ils colonisent la Cisjordanie. Gaza, la Palestine, il reste plus rien, les amis. Il reste plus rien. Plus une plante debout. Plus une planque debout, les amis. Ne vous inquiétez pas, l'Égypte fait les paillassons pour eux. Ne vous inquiétez pas, ils sont dans le programme. Leur pays appartiendra à Israël. Vous allez voir. Une partie de la Mecque, une partie de l'Arabie Saoudite, excusez-moi, fera partie aussi du même schéma. Oh, faut pas déconner, les amis. Maintenant, ils commencent le Liban aussi, j'avais oublié. Ils ont envahi le Liban, les amis. Maintenant, ils commencent à bombarder l'Iran. Et derrière ça, vous allez voir qui vont l'envahir, avec bien sûr le soutien américain et des pays occidentaux. Et après, on explique que, non, les amis, c'est dramatique parce qu'on explique que celui-là qui attaque, c'est celui-là qui est victime. Non, ça marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bon, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Le Palestinien ne naît pas le 7 octobre. Oui. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Pardon, baissez d'un ton, je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits. Comme je vous le dis, c'est le 2 poids de mesure hallucinant. Quand la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine, on a fait quoi? On l'a condamné, les amis, on l'a condamné. Alors pourquoi on n'arrive pas à les condamner? C'est bizarre ça. C'est franchement bizarre. S'il n'y a pas des intérêts derrière ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes.